va enchaîner directement, c'est pour rester un petit peu dans le temps. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre office chérifien de phosphate, il commence à investir dans la recherche à travers l'université de Ben Gurir, université d'excellence. Et donc à ce titre, en parlant des logiciels, donc moi j'ai le plaisir d'avoir invité le professeur Ikram Chahiri, qui est chercheuse, mathématicienne de formation, spécialiste dans l'intelligence artificielle et qui a bien sûr l'objectif d'élaborer un logiciel de dépistage de la tuberculose. Et on a le plaisir d'avoir le professeur Bouaïez, qui est grand spécialiste et qui était président de plusieurs associations de dépistage de la tuberculose. Donc, le professeur Chahiri Ikram, qui est ici présente avec une partie de son équipe, il va nous parler un petit peu de ce projet. Ils ont les fonds, ils vont travailler justement sur le logiciel pour le dépistage et pour l'aide au dépistage de la tuberculose au Maroc. Pour nos amis qui viennent de France, ils n'ont plus ce problème, ils n'ont plus besoin, je veux dire, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin, ils auront besoin certainement quand il sera bien élaboré ici chez nous au Maroc. Donc je passe tout de suite la parole au professeur Chahiri pour nous parler de ce projet. Et donc, elle a 30 minutes. À vous la parole. Et il y aura Mme Hanan qui va modérer avec moi cette session. Bonjour tout le monde, honorable présence, Monsieur le Président. Je suis très contente d'avoir été invitée à présenter notre projet devant la communauté des personnes les plus intéressées peut-être ou qui vont le plus être en contact avec ce que nous essayons de produire. Et l'esprit ingénieur que j'ai me dit toujours que si on veut réparer ou bien construire quelque chose, ça n'a pas de sens d'aller toute seule sur son monde avec le knowledge et les connaissances qu'on a. Et il faut aller chez les personnes concernées, les gens qui détiennent le métier. J'étais là présente, j'ai essayé de suivre avec vous et j'avoue que mes capacités cognitives axées très mathématiques ont été un petit peu perdues. Et ça m'a fait que penser et confirmer de plus en plus l'idée de la complexité du domaine où je suis en train d'appliquer cette intelligence artificielle. La médecine, je comprends, et vous le savez bien entendu, c'est un domaine très complexe. Et on ne peut pas l'aborder avec juste des mathématiques et des modèles bien déterministes. C'est pourquoi je suis très, très contente d'être aujourd'hui devant vous pour vous parler de ce que nous sommes en train de faire, vous présenter notre idée, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, avoir votre avis, avoir votre œil de personnes connaisseurs de ce que je suis en train de faire. Vous avez les clés de la pratique. Nous essayons de nous approcher avec ce projet. Donc je ne vais pas plus tarder, je vais commencer la présentation. Dans l'agenda de ma présentation, je voudrais commencer par vous présenter ce projet dont il est le fruit d'une collaboration. Je vais le présenter. Je vais rapidement passer sur la rétinopathie diabétique parce que c'est la partie qu'on a un petit peu développée. Après, je vais passer à l'usage de ces modèles connus de deep learning sur le cas de tuberculose. Et finalement, je vais conclure en vous parlant de la nécessité d'avoir des données et c'est quoi l'intérêt d'avoir des données dans le monde du machine learning
dont je suis dans la communauté. Donc, pour vous présenter rapidement ce projet, en fait, ce projet, il est le fruit d'un appel qui a été lancé par la CNRST, le Centre national de recherche et technologie, avec l'ADD, l'agence de digitalisation. Ils ont lancé un appel en 2019 sur l'usage de l'intelligence artificielle sur plusieurs domaines. Donc, l'appel, il était lancé concernant tous les chercheurs, demandant, voilà, est-ce que vous avez des projets d'application d'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Donc, il y avait le domaine de l'agriculture, le domaine de la médecine, de l'industrie. Il y avait beaucoup de projets, je crois, dans les alentours de 800 projets. Et 12 projets ont été sélectionnés dans notre projet. Ça nous fait chaud au cœur que ce projet a été sélectionné parmi les 800 projets nationaux. Donc, le contexte général de ce projet, c'est que je suis de base de formation en mathématiques. Je suis ingénieure en statistique et j'ai fait ma thèse en machine learning, qui sont des modèles mathématiques. Moi, je les vois comme des modèles mathématiques. Une personne en informatique vous dira que c'est des codes informatiques. Mais bref, pour moi, l'informatique, c'est aussi des mathématiques. Donc, c'est des modèles qui ont la capacité, on dit que ce sont des modèles qui ont la capacité d'apprendre. Donc, l'apprentissage, pour nous, c'est tout simplement un modèle, un code qui est capable de donner des décisions à partir de revues d'un historique. Donc, il construit un modèle, il essaie plus ou moins de donner des décisions par lui-même sans que l'humain lui donne des lignes spécifiques de code qu'il doit suivre. Donc, ce domaine de l'intelligence artificielle, il a fait ses preuves dans le domaine médical. On a vu pas mal de travaux sur la détection, surtout dans le breast cancer. Donc, il y a pas mal de travaux aussi. Si on parle du domaine médical en général, on sait très bien maintenant que Google DeepMind, ils ont mis au monde un modèle qui permet aussi de travailler sur les structures de protéines. Donc, il y a pas mal d'avancements que l'intelligence artificielle a permis pour l'avancement du domaine médical. Donc, cet avancement, il est toujours contraint par le fait de disponibilité des données, parce que ce domaine d'intelligence artificielle, de machine learning, il est très, très lié par le fait il consomme beaucoup de data, parce que la machine, elle a besoin de voir beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est un peu comme l'humain, comme l'enfant. Pour nous, la data, c'est l'occurrence de plusieurs choses. Donc, il a besoin de regarder plusieurs exemples pour qu'il soit capable d'élaborer un modèle qui permet de faire des décisions qui ressemblent à celles qu'il a vues dans son historique. Donc, l'idée, c'était, premièrement, de développer, on s'était dit, l'appliquer de ce qu'on veut faire, c'est de développer un logiciel qui va aider à la décision pour la communauté des médecins à détecter d'une manière automatique, un peu plus rapide. On ne dit pas que le logiciel, il décide, mais c'est vraiment un outil d'aide à la décision, parce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas encore arriver à dire que voilà, bof, c'est facile, c'est ça, et c'est bien évident pour vous que pour nous tous. Et la deuxième chose, c'est comme la communauté de machine learning et en général les gens de machine learning qui travaillent dans le domaine médical, ils ont toujours ce souci de données. Donc on s'était dit que à travers ce projet, nous allons construire une base de données nationale qui va, pour nous, on voudrait bien la mettre à disposition des chercheurs qui voudront perfectionner et travailler avec leur modèle sur des cas, des use cases marocains. Donc, on s'était penché sur deux maladies, la tuberculose et la rétinopathie diabétique, pour des raisons triviales pour nous, qui étaient la tuberculose et sa présence au Maroc, je vais en parler peut-être après, et aussi la rétinopathie diabétique, comme le Maroc, il est très connu par la population diabète qui existe au Maroc.
Donc, pour ne pas trop tarder sur le projet, donc on a spécifié des objectifs. On s'était dit qu'on veut construire une base de données annotée. Donc, je reviendrai plus tard sur cette notion d'annoter. On veut générer des modèles d'apprentissage automatique du machine learning qui permettent de détecter d'une manière automatique ces maladies. On veut développer un logiciel qu'on mettra à disposition des médecins comme un outil d'aide à la décision. Il peut être installé sur le desk ou il peut être sur le cloud. C'est des détails techniques qu'on peut regarder avec les end-users. Et finalement, comme objectif, on s'était dit que voilà, comme il peut être quelque chose sur le cloud, il peut être une app, il peut être quelque chose que le médecin il peut emmener avec lui quand il est dans des zones un peu très loin. Peut-être ça peut être une manière d'assister ou d'aider ces médecins à diagnostiquer et à donner aussi un deuxième avis ou une autre aide à la décision. Donc ça fait partie de l'impact qu'on s'était dit quand on a créé ce projet, que maintenant il a déjà un an. Ça fait déjà un an. Le projet, normalement, il s'étale sur 3 années. Donc l'équipe de ce projet, elle est composée de mainly 3 groupes de recherche. Il y a le groupe de recherche ISSBP que maintenant, à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, il est dans le pôle, on appelle ça, nous, le pôle santé. Il contient la faculté de médecine maintenant. Ils ont des laboratoires de recherche. Donc, le HID, j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi dans l'équipe professeur Gabriel Malka et le professeur Tariq Daouda, qui est aussi quelqu'un qui il est un expert en intelligence artificielle, mais totalement appliqué au domaine médical. J'ai aussi avec moi aujourd'hui notre docteur Younes Ouman qui vient de rejoindre aussi l'équipe. Il y a aussi le deuxième laboratoire, c'est Massir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Massir, mais c'est un groupe de recherche qui ont développé le test. Voilà. Donc, il y a l'équipe de François Bourzex et avec nous, ils sont connectés sur le téléphone de notre doctorante Basma là-bas, Othman, et notre deuxième doctorante Mariam, et notre ingénieur Abd Samad. Et sur la partie mathématique, il y a le groupe MSDA, il y a notre doctorante Basma qui est là avec nous et par moi-même. Donc, on essaie en fait, ça c'est le groupe qui a premièrement fondé le projet, mais on reste toujours à bras ouverts à accueillir de plus en plus avec nous des gens du métier, parce que comme j'ai dit au début, on est bien sûr que l'orientation des gens du métier va être d'une grande utilité pour que ce projet ne soit pas juste un projet sur des papiers qui est mis dans une bibliothèque, mais qu'il voit vraiment le jour, ne serait-ce que pour une petite contribution à aider le quotidien des médecins. Donc je passerai un petit peu plus rapidement sur cette partie, mais juste pour vous donner une idée de ce que Basma était en train de faire durant cette année. Donc Basma se penche sur la partie de la rétinopathie diabétique, et comme je l'ai dit, à travers un dépistage, une caravane qui a été menée par le pôle santé, on a trouvé que le ratio des gens diabétiques au Maroc, c'est un ratio qui est très grand, et la rétinopathie diabétique n'est qu'une conséquence, l'une des conséquences que le diabète peut faire chez le patient. Donc, on a trouvé qu'il y a pas mal de littérature, qu'il y a pas mal de recherches qui ont marié le domaine du machine learning, le deep learning, avec la détection de la rétinopathie diabétique. Vu que la détection de cette maladie se fait à travers l'observation des images de fond de l'œil. Et donc, l'ICDR a défini qu'il y a 2 grandes familles. Il y a les non prolifératifs et les prolifératifs. La différence entre les deux, c'est encore une fois des caractéristiques que nous, on peut détecter à partir de l'image de fond de l'œil.
L'idée, au fait, c'est d'aller un petit peu à pouvoir aider le médecin à détecter une maladie dans l'état le plus précoce possible. Et donc, idéalement, si un patient atteint de diabète il se fait dépister chaque année, ça c'est ce qui est recommandé, mais après on sait que ce n'est pas toujours peut-être appliqué. S'il se fait dépister chaque année, que le logiciel, bien parce que selon les revues de littérature et les publications, la détection précoce de la non proliférative est très difficile parce qu'elle se manifeste au début par la présence des micro-anévrismes qui sont très fines et qui demandent une certaine expertise et beaucoup d'énergie pour que l'œil humain, comme ça, arrive à la détecter. Donc l'idée, c'est d'aller utiliser le machine learning pour assister sur ces parties qui ne sont pas très triviales, on va regarder juste une image, c'est clair, c'est ça, mais plutôt aller sur les choses où il y a vraiment je vais pas dire difficulté, mais il y a quand même une énergie plus grande qui doit être dépensée pour détecter ces caractéristiques. Et donc, l'idée, c'est de développer des algorithmes ou des modèles qui sont capables de détecter dans l'état le plus précoce possible cette maladie. Donc, parmi les méthodes, il y a ce qu'on appelle la segmentation des images. C'est l'application d'un certain masque sur les images. Et ça permet de donner une idée sur la région où il faut vraiment détecter. Il y a même des algorithmes qui permettent de détecter exactement les zones où nous pouvons trouver les zones qui sont ce qu'on appelle les zones d'intérêt. Donc, à travers l'état de l'art, la lecture de littérature que Besma a fait, elle a lu quand même 121 articles. Je suis fière de dire ça d'elle dans une année. Donc, elle a un petit peu fait une synthetic literature review et on a déterminé quelles sont les publications qui existent entre l'intersection entre le machine learning et cette maladie. Donc, on trouve soit il y a des détections morphologiques, soit par growing region, les régions qui s'agrandissent, soit par le thresholding en déterminant des seuils, ainsi de suite. Et nous avons trouvé que l'algorithme, ou bien le modèle UNet, était un modèle qui faisait qui donnait de très bons résultats. Donc on s'était dit, voilà, ce qu'on aime faire, nous, c'est de commencer par ce qu'on appelle un baseline model. Ce qu'on appelle un baseline model, ça veut dire si je prends le modèle qui, dans la littérature, il donne déjà de très bons résultats, et je l'applique sur une base de données que j'ai, qu'est-ce que ça va donner? Et après, il vient l'effort de comment je peux améliorer ce modèle. Donc, on a fait cette expérience. Donc, premièrement, on a commencé à chercher les bases de données parce que, comme vous le savez, c'est pas toujours évident d'avoir comme ça accès à des données de fond de l'œil. Sur les différentes bibliothèques, on va dire, des bases de données ouvertes, on a trouvé pas mal d'images, mais finalement, le challenge, c'est de trouver des images annotées, c'est-à-dire des images où il y a l'image, mais il y a aussi la notation, c'est-à-dire que la région d'intérêt, elle est là, ainsi de suite. Donc, on est allé sur Hydrid, la dernière, où il y a, comme vous pouvez le voir, juste 81 images, qui n'est pas un chiffre extraordinaire pour l'apprentissage des machines, des modèles de machine learning. C'est pas du tout vraiment suffisant. Parfois, on parle de milliers de données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une technique qui s'appelle l'augmentation. Je vais en parler aussi dans la partie tuberculose. Donc, on a augmenté les données afin d'avoir un seuil de détection. Mais comme vous pouvez le voir, le baseline model, il est très, très bas pour le cas des micro-anévrismes parce que, enfin, notre hypothèse, et qui est aussi l'hypothèse de tous les chercheurs en machine learning, parce que ce qu'on appelle le modèle n'a pas pu généraliser parce qu'il n'a pas pu voir assez d'images. Et du coup, la détection, elle est très faible, elle est dans les alentours de 34%.
ce qui n'est pas terrible. Donc l'idée, c'est d'aller sur la collection de plus de données, et aussi, il y a aussi des techniques sur l'architecture du modèle dont on va aussi travailler pour augmenter la détection. Donc assez parlé de la rétino, et je passerai aux choses qui vous intéresseraient le plus. Donc la tuberculose, je n'oserais pas du tout parler de cette slide parce que vous êtes tous des médecins et je n'oserais pas vous définir c'est quoi la tuberculose. Par contre, je vais juste signaler que notre choix pour la tuberculose était mené par le fait que voilà, on a vu des rapports où on parle de la tuberculose qui est encore considérée comme un problème majeur au Maroc. Donc nos amis, les médecins qui sont dans le pôle santé, ils sont tous convaincus que c'est une maladie qui a besoin d'attirer l'attention sur cette maladie. Et donc nous, comme communauté de personnes qui veulent participer dans ce mouvement, on s'était dit donc on va appliquer ce que nous sommes en train de développer sur cette maladie. Donc bien entendu, la détection précoce est bien entendu une façon, après corrigez-moi si je me trompe, mais on a compris que la détection précoce était très importante pour délimiter la propagation de cette maladie. Et donc, on a compris que la détection se fait aussi à travers... il y a apparemment plusieurs façons de détecter la tuberculose, mais la plus répandue, la plus utilisée, c'est l'usage des radiographies pulmonaires. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle le deep learning. Qu'est-ce qui fait le deep learning? Donc, le ConvNet, c'est le nom ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiel. Un réseau de neurones artificiel, il est inspiré des réseaux de neurones, mais c'est des couches. En fait, c'est des matrices. La mathématicienne va commencer à parler. Ce sont des matrices. Ça veut dire on prend les images, on les transforme en des chiffres selon les pixels, et on fait une transformation de ces images dans des couches. Donc on fait des transformations sur chaque pixel de telle façon à ce que chaque couche se connecte avec une autre, et finalement elle nous donne une certaine décision. Comment ça marche? Ça marche avec le même principe de l'apprentissage. Je ne vais pas trop m'attarder sur le machine learning, mais s'il y a un intérêt, c'est avec grand plaisir. On peut organiser peut-être quelque chose où je peux parler plus sur le machine learning. Mais l'idée, c'est qu'on utilise ces modèles, ce qu'on appelle les modèles de réseau de neurones convolutifs. Ils nous permettent de donner de très bons résultats de détection sur des images. Donc, on a travaillé sur 3 bases de données qui sont connues. Donc, on a la Montgomery, la Shenzhen et la Belarus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les 3. Mais après, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre de données qui est clair ici. Donc, on a plus d'images détectant le tuberculose que des images de chest normales. Et pour régler ce problème, donc, je vais revenir après à ce slide, mais je vais parler de celui-là. Donc, on a fait ce qu'on appelle l'augmentation des données. L'augmentation des données, c'est quand on a normalement qu'on n'a pas beaucoup de données et on a besoin de générer de nouveaux données. Donc ce qu'on fait, on fait parfois des rotations, des augmentations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces algorithmes où vous écrivez quelque chose et puis l'algorithme, il vous donne un tableau, il vous peint un tableau. C'est un GAN, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui s'inspire un petit peu de ça. Ça veut dire qu'il génère des distributions de chiffres. Pour moi, c'est des chiffres. Donc ça va donner de nouvelles images. Et donc la rotation, c'est aussi une autre façon d'augmenter notre base de données d'apprentissage de nos modèles. Donc on a augmenté les données afin d'équilibrer un petit peu, parce que ce qui se passe, c'est que si vous donnez à votre modèle une base de données où il y a peu d'exemples, votre modèle ne va pas être vraiment capable de détecter cette minorité. Donc la pipeline générale, c'est qu'on prend l'image, on fait du pré-processing, la segmentation, on utilise le CNN modèle et on finit par classifier si c'est normal ou bien s'il y a présence.
Ça, c'est pas suffisant parce qu'il ne suffit pas de dire oui, il y a tuberculose ou pas, mais ce qui est plus intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle la segmentation. Donc, si vous pouvez regarder ici, donc vous avez les résultats de UNET, encore une fois, qui est aussi un réseau de neurones convolutifs, où vous avez dans la colonne B, vous avez les résultats du UNET, ça veut dire il fait un masque, une segmentation. Et après, il y a le ROI, qui est les Region of Interest, les régions d'intérêt, qui essaie de segmenter un petit peu plus les images de façon à ce qu'on donne une meilleure lecture pour les médecins. Je vais peut-être m'arrêter un moment là parce que peut-être c'est la partie, c'est le médecin qui pourra plus nous orienter sur cette partie. Donc je serais très contente que si une personne est intéressée à collaborer avec nous dans ce sens et nous orienter un petit peu plus sur l'orientation de notre modèle. Donc, je vois que j'ai eu 1 minute, donc je ne vais pas trop tarder sur les résultats, mais je voudrais bien vous dire qu'en utilisant ces modèles de CNN, le taux de détection, quand même, si vous pouvez le voir sur ce slide des résultats, il peut atteindre jusqu'à 98%. Et quand je dis 98% pour l'accuracy, je suis en train de parler de la détection des positifs. Ça veut dire si je partitionne mes bases de données en négatives et positives, donc la détection des positifs elle est très élevée et on peut le voir dans la ROC curve qui nous permet un petit peu de détecter où est-ce qu'elle est notre prédiction par rapport à la réalité. Voilà. Je voulais juste attirer votre attention à cette dataset qui nous a été aussi d'une grande utilité. C'est une base de données qui a été construite par Qatar University et aussi l'Université de Bangladesh en collaboration avec des médecins. Donc ils ont mis au monde une base de données qui contient quand même 700 images de tuberculose qui est open et 2800 images de tuberculose qui peut être téléchargée avec vous remplissez une forme. Et à côté de ça, ils ont rajouté 3500 images normales. Donc ça fait une très belle base de données pour l'apprentissage. Et je voudrais bien qu'au niveau du Maroc, on ait une base de données comme celle-ci. Donc on a utilisé cette base de données, il nous a donné 99% de détection. On est très content de ce résultat qui peut aussi être amélioré avec plus de masques. Aussi, on est en train de travailler sur l'interprétabilité de ces modèles parce que je sais, en fait, ce n'est pas juste les médecins, mais n'importe quelle personne dans le métier, il n'aimerait pas du tout avoir un modèle qui lui dit « ça c'est bien » et c'est tout. Et tu lui dis « pourquoi c'est bien ?» Il n'arrive pas à t'expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle le phénomène du black box model. Et là, il y a une ligne de recherche qui s'appelle le XAI, qui s'appelle l'explainability, l'interprétation de ces modèles. Et nous sommes aussi en train de travailler sur cette partie, c'est-à-dire quand on donne une décision, on essaie de donner aussi le schéma derrière qui a mené à cette décision. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour les médecins. Je vais conclure en vous parlant d'une plateforme qu'on est en train de mettre au monde. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ce process, juste pour vous expliquer pourquoi les données sont importantes dans le machine learning. En fait, si vous voyez dans la première partie orange, on parle de l'entraînement. L'entraînement, c'est le cas où on fait passer notre modèle mathématique par plusieurs cas d'usage. Il regarde, ceci donne cela, si j'ai ceci, j'ai cela. Et lui, au fond, il est en train de faire des règles d'induction. Ces règles d'induction, c'est ce que nous, on nomme comme des modèles entraînés. Le modèle entraîné, on le prend, on l'applique sur un nouveau data, une donnée que la machine n'a jamais vue, et on prédit quelque chose. Et après, on mesure la précision de notre modèle en regardant combien notre modèle était proche de la précision. Donc, comme vous pouvez le deviner, plus on donne à notre modèle, plus on l'alimente avec plus de données, plus on a de chances que le modèle soit plus capable de détecter et de s'approcher à la bonne réponse. Pour cela, je voulais vous parler d'une plateforme qu'on a construite. On a nommé ça Data Patchwork parce que en fait, c'est un travail collaboratif. Cette plateforme, en fait, elle est déjà là. Elle sert pour labelliser
en fait, elle a été créée pour autre chose. On l'a créée pour la communauté des chercheurs en machine learning. Comme ils détestent de perdre le temps à faire le labeling, c'est quoi je suis déjà en temps? D'accord, je vais finir tout de suite. Donc la plateforme, c'est une plateforme qui permettra de collecter des données et aussi de réaliser le labeling, c'est-à-dire d'appliquer les masques, de détecter les régions d'intérêt, et ça permettrait d'entraîner de plus en plus nos modèles. Voilà, c'est la dernière slide. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ikram. Voilà, pénalité de 3 minutes pour une mathématicienne. J'ai couru, hein. Merci pour votre exposé qui nous montre un nouveau concept en matière de machine learning. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à la salle. Essayez d'avoir des questions pratiques et courtes. Je donne la parole à Ibrahimi. Bonjour, je vous de travailler sur ce genre de projet. Ça nous fait plaisir que ce genre de projet se développe au Maroc. Ma question, c'était à partir de quel nombre de cas votre algorithme de détection pourrait donner quelque chose de significatif comme résultat? Merci. Merci pour la question. Au fait, c'est une question qui revient assez souvent. Malheureusement, il ne s'agit pas de quantité, mais il s'agit de distribution. C'est-à-dire, si j'ai 1000 images, mais qui ne représentent pas vraiment la diversité d'une population, le modèle va être biaisé. Donc, il s'agit bien d'avoir une population, ce qu'on appelle les exemples critiques, c'est-à-dire les exemples qui permettent de discriminer. En général, ça peut être suffisant à partir d'une centaine jusqu'à 1000, entre 100 et 1000. Je sais que c'est wide, mais la réalité, c'est ça. Vraiment, ça dépend des caractéristiques et de la qualité informative des données plutôt que de leur quantité. Oui, monsieur. Oui, tout d'abord, je tiens donc à vous remercier, également à vous féliciter, également vous féliciter à travers vous, notre président, Dr Mohammadi, d'avoir permis d'ouvrir, de ne pas rester cloîtré autant que médecin, donc d'autres compétences, dont la vôtre. J'ai eu le plaisir, donc, au début janvier, de participer avec Massir et de présenter pour les nouveaux tests en matière de la tuberculose, là où ils ont lancé effectivement le dispositif. Donc, c'est l'équivalent d'un expert pour les mycobactériums sur les prélèvements, ce qui est également important au lieu d'utiliser toujours les gènes experts importés. Ma question, en fait, vous approchez. La rétinopathie, j'ai déjà entendu en Europe, il existe, ce que vous avez développé. En ce qui concerne la tuberculose, je ne sais pas, est-ce que la radiographie thoracique, certes, est-ce que c'est un bon modèle d'outils? C'est certes, donc, chacun de nous, dans la salle, ils arrivent à diagnostiquer une tuberculose. Évidemment, on pourrait dire, pour une grande masse de la population ou dans des médecins qui ne sont pas des pneumologues, ils seront confrontés à cela. Mais disons, est-ce que c'est la bonne approche pour la tuberculose? Autant pour la bactérie, oui, mais c'est ça ma question. Merci. Merci pour votre question. Et je pense que, oui. Je rappelle juste qu'il y a des micros. Nos hôtesses font grève, donc il y a un au milieu, 2 latéraux. Parce que la prochaine question, c'est Mme Boyed, puis Leïla Saber. Donc, Mme Boyed, il faut bouger pour votre question après la réponse. Donc, pour l'approche, est-ce que la radio pulmonaire, et si j'ai bien compris, vous êtes en train de poser la question, est-ce que la radio pulmonaire est vraiment une bonne approche pour la détection? Sincèrement, mes connaissances s'arrêtent vraiment là, et j'attends justement, moi je m'approche à cette communauté de médecins justement pour avoir ce feedback. Si vous pensez que ce qu'on fait c'est pas peut-être la bonne approche, on reste vraiment ouvert à creuser c'est quoi la bonne approche et comment on peut l'appliquer. Mais sincèrement, moi je pourrais pas répondre est-ce que vraiment c'est la bonne approche. Oui. On a de la chance d'avoir notre référence, Madame Professeure Boyed, qui peut vous donner un petit résumé sur ça. Je vous donne la parole, Madame Professeure Boyed. Bonjour tout le monde, chers collègues.
Je félicite d'abord l'Association des médecins privés de Marrakech de cette organisation et de cette logistique très très importante. Félicitations le bureau et notre ami Izzeddine. Félicitations aussi à Madame Chahiri, Madame Char'i. J'ai eu l'occasion de voir et de visiter via online votre centre. Et vraiment, ça m'a épaté qu'on trouve un centre et une université comme ça dans mon pays et surtout à Ben Guerir. Votre projet qui fait appel à l'intelligence artificielle, je ne m'y connais pas, complètement ignorante dans ce domaine. Mais après cette question du Covid, on s'est rendu compte qu'on était obligé d'aller vers cette intelligence artificielle et vers des manifestations via online. Et on a après commencé à apprendre beaucoup de choses. Maintenant, votre projet est très intéressant. Je vous félicite pour cela. Pour la rétinopathie diabétique, je crois que ça pourrait être faisable. Mais il faut voir l'avis de nos collègues ophtalmos. Par contre, pour la tuberculose, je rejoins ce qu'il vient de dire professeur Mziane. La tuberculose, bon, on fait appel à l'image. Elle nous oriente vers la maladie. Mais on ne peut pas dire que c'est une tuberculose. La confirmation de la tuberculose, elle n'est pas radiologique. Et donc, il y aura peut-être des difficultés dans votre modèle et dans votre projet pour essayer de comparer entre tout ce qui est d'autres moyens de diagnostic et la radiologie. Maintenant, pour les datas. Vous avez trouvé un site au Bangladesh pour qu'ils ont regroupé plusieurs images, etc. Est-ce que c'est les mêmes profils? Est-ce que c'est la même tendance? Est-ce que c'est les mêmes images? Parce qu'en médecine, c'est très différent. C'est très différent, chaque pays a ses caractéristiques, etc. Et donc, comment vous allez faire pour avoir ces datas au Maroc? Vous allez peut-être vous adresser à des centres de radiologie. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'essaye de comprendre ce que vous étiez en train d'exposer depuis tout à l'heure. Par exemple, vous voulez constituer vos propres datas dans le domaine de la tuberculose. Vous allez vous adresser aux radiologues qui font ces images, qui sont la source des images. Et vous, par l'intelligence artificielle, vous devez saisir ces images et regrouper votre data. Mais pour le radiologue, il ne peut pas dire à 100% ou même à 80% et même parfois à 50% qu'il s'agit d'une tuberculose. Donc, dès le départ, je pense, vous allez avoir des difficultés concernant votre data. Si vous adressez au pneumologue pour vous aider dans cette tâche, et je crois que vous devrez le faire, proche de Ben Guerir, vous avez des pneumologues à Marrakech qui peuvent, parce que vous avez dit une phrase, j'ai apprécié beaucoup dès le départ, qu'on ne peut pas travailler tout seul dans notre petit coin. Pour avancer dans n'importe quel projet, il faut du partenariat, il faut regrouper les compétences qui travaillent dans ce domaine. Merci. Merci, Madame Professeure Boyed. En plus, si vous voulez, maintenant au Maroc, parce que vous avez parlé de la tuberculose au Maroc, maintenant au Maroc, la tuberculose, elle est stationnaire et peut-être en augmentation, vu le taux de pauvreté qui a augmenté au Maroc lors des dernières statistiques de HCP.
Merci docteur. Je ne sais pas si... Oui. Merci pour vos commentaires, en fait, aujourd'hui. Et je remercie encore une fois le Président de m'avoir permis de vous présenter ce projet, parce que vraiment, c'est le genre de feedback dont on a besoin d'avoir. Parce que, comme je l'ai dit au début, on n'a pas vraiment envie de passer du temps à développer quelque chose que finalement, it's not making sense. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. On peut passer du temps à rédiger des articles, aller à des conférences, on peut enseigner, on peut faire autre chose. Et j'apprécie énormément le fait que vous avez partagé avec moi que finalement, l'imagerie toute seule n'est pas une bonne façon de détecter la tuberculose. Et là, je vais encore une fois m'adresser à vous, parce que comme je l'ai dit au début, pour nous, ce n'est pas du tout un modèle qui confirmera la tuberculose, mais qui aidera le médecin à prendre une décision. Donc le modèle, à la limite, il va dire peut-être, il faut regarder, peut-être c'est une tuberculose selon la base de données qu'on nous a donnée. Après, moi, je serais très, très intéressante à diversifier la base de données. Je sais que les travaux, ils travaillent sur de l'imagerie, mais s'il y a d'autres features, d'autres composantes qui permettent de raffiner et d'aider à augmenter la probabilité que c'est une tuberculose. Moi, j'aimerais bien l'intégrer dans notre base de données, que c'est vrai que c'est un vrai challenge de la construire. Et on peut pas se diriger vers les radiologues, comme vous l'avez mentionné, d'où pourquoi je suis ici devant la communauté des pneumologues, parce que nous pensons pouvoir mettre à disposition un outil qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, qui va vous permettre d'uploader soit des images ou d'autres variables que vous pensez, elles sont intéressantes pour diagnostiquer la tuberculose. On peut rajouter autre chose que l'imagerie. Nous, on est allé sur la piste de l'imagerie parce que sincèrement, c'est ce que la communauté des gens en machine learning sont en train de faire. Parce que les deep learning, ils sont des modèles très, très forts en imagerie. Donc, j'imagine que les chercheurs comme moi, ils se sont dit, voilà, je vais me pencher sur l'imagerie. Mais le chercheur mathématicien que je suis, je crois qu'une seule source n'est pas toujours intéressante pour faire de la prédiction sur un problème complexe. Et probablement, on aura besoin d'autres choses comme l'historique du patient, comme d'autres données démographiques ou autres données cliniques du patient qui pourront orienter vers une meilleure décision. Donc voilà, nous, on reste ouverts à n'importe quelle collaboration ou partenariat qui permettra de mettre à jour et à concrétiser ce projet. Merci. Merci beaucoup. Vous allez nous excuser. On va prendre les 4 dernières questions. S'il vous plaît, des questions courtes et des réponses courtes parce qu'on est limité par le temps. Donc, il y aura normalement Madame Saber et avant, si vous voulez bien. Après, Madame Benchir et puis Professeur Tazi et Monsieur qui est derrière. Donc, de vous remercier, Docteur Ikram, pour votre exposé et aussi pour votre travail à travers vous, toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. C'est un projet très ambitieux, prometteur. Vous avez choisi deux pathologies très fréquentes dans notre pays, la rétinopathie diabétique qui peut aboutir à la cécité et la tuberculose qui est fréquente et aussi qui est contagieuse dans sa forme pulmonaire. Je voudrais vous ajouter quelques informations concernant le dépistage. La pierre angulaire dans le dépistage de la tuberculose et le gold standard, c'est la radio thoracique. Donc moi, je trouve votre travail, votre projet très prometteur. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à faire le dépistage de masse, peut-être dans les entreprises, dans les milieux de travail, et aussi de faire le dépistage dans les groupes à risque. Donc l'OMS a bien défini les groupes à risque de la tuberculose. Les migrants. Et maintenant, dans notre pays, on a beaucoup de migrants. Par exemple, seulement dans la préfecture où je travaille, à Hassani, 11 000 de migrants. Et c'est très difficile de dépister ce grand nombre-là, alors que c'est un groupe à risque. C'est-à-dire le dépistage est systématique dans le groupe à risque. Donc les migrants, les silicotiques, les sujets contacts, des patients atteints de tuberculose pulmonaire contagieuse, les patients ayant des pathologies chroniques et sous traitement corticoïde. Donc, il y a des groupes à risque. Et les patients vivant avec le VIH, tous ces patients-là doivent être dépistés systématiquement, donc même s'ils sont asymptomatiques. Et le dépistage, c'est par la radio thoracique.
D'accord. Donc, votre projet, il est très prometteur, mais je pense, vous l'avez dit, il faut intégrer des spécialistes, peut-être des pneumologues, des ophtalmos, pour être peut-être plus précis, pour aller directement au but. Et je vous dis bravo et je remercie infiniment Dr Mohammadi, à travers lui, l'après-midi, d'avoir intégré ce genre de conférence pour s'ouvrir à d'autres... nous tous seuls, à vouloir résoudre des problèmes de santé publique qui touchent c'est pas possible. Il faut avoir une approche multisectorielle et je trouve que maintenant on a des partenaires, des mathématiciens dans notre Merci. Merci à vous. Je passe la parole à Madame Benchir. Je félicite Madame pour votre projet et je remercie Dr Mohammadi pour cette initiative de présenter, d'accoupler l'intelligence artificielle au dépistage de la tuberculose. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Madame Saber, c'est que le dépistage par la radiologie, c'est un signe d'orientation et qui est très utile dans certaines populations à risque. Mais la confirmation, c'est la bactériologie. Donc, pour ne pas encombrer les laboratoires, il vaut mieux passer par la radio, puis demander l'examen bactériologique. Avec la grande innovation maintenant, c'est de pouvoir avoir le résultat dans les 2 heures qui suivent de la confirmation de la tuberculose. Donc, je trouve le projet très intéressant pour le dépistage dans les groupes à risque et le dépistage de masse. Ça, elle est très intéressant. Mais j'ai une question à poser parce que vous parlez de 98% de positivité. Qu'est-ce que ça veut dire positivité? Est-ce qu'il y a une image qui oriente vers la tuberculose ou est-ce qu'il y a une anomalie radiologique? C'est ça ma question. En fait, le ratio 99 ou 98 pour le UNET, c'est tout simplement le taux où le modèle a bien deviné selon la base de données qui nous a été communiquée. Donc, on a déjà une base de données, on a une image, et à côté de l'image, il y a le label qui dit présence de tuberculose ou pas. Et le modèle, on lui donne juste les images sans les titres, et on regarde ce que le modèle a deviné, ce qu'il a prédit, à côté de la vraie réponse. Et donc, en calculant, donc, le modèle, il a répondu juste sur 99 des cas qu'on lui a présentés. C'est ça le ratio. Merci. Qu'est-ce qu'on va prendre des radios? Le médecin qui va faire le dépistage de masse, est-ce qu'il va prendre les radios et le logiciel, il va passer les radios dans votre logiciel et il aura les gens qui sont éligibles à la bactério, ou comment ça va se passer? C'est mes deux questions. Merci, madame. Merci à vous. En fait, je pense que, comme vous l'avez dit, une première couche de détection via l'imagerie, c'est premièrement de détecter s'il y a présence ou pas. Donc l'algorithme, il est capable, une fois il est implémenté, de prendre un ensemble, une série d'images et vous donner tout de suite, dans l'instant T, la réponse oui, non, oui, non. Après, bien entendu, ce n'est qu'une orientation vers... mais at least, au moins, on peut déjà éliminer une partie où l'algorithme, avec 99% de précision, il vous dit qu'ils ne sont pas atteints de tuberculose et on peut s'intéresser qu'à la partie positive. Merci. Monsieur Tézi, vous voulez encore? C'est bon? Merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre communication qui était très intéressante.